Hello et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Zone de Confort. Si c'est la première fois que tu m'écoutes, eh bien, mets-toi à l'aise, sers-toi une tasse de café, branche tes casques and let's go, parce que ça va être fun. Hey guys, aujourd'hui je reçois pour vous Renaud Tudy, qui est un invité très difficile, très compliqué à présenter, parce qu'il est très diversifié dans ce qu'il fait. Et donc, ce que je peux dire, après il va me corriger si je me trompe, mais il est éducateur spécialisé de formation, il est fondateur de plusieurs associations, notamment la Maison Mimir. Et après, je sais plus quoi dire, Renaud, parce que ouais, il y a plein de choses à dire sur toi. Si tu peux en rajouter peut-être pour présenter. Salut Chris, salut les auditeurs. Oui, c'est pas mal. Bon, EduxP, c'est pas forcément la meilleure manière de me présenter parce que je ne le suis pas. Je n'ai pas passé le diplôme. Après, oui, de manière plus générale, je dirais travailleur social, au sens où je pense que tout ce que j'ai pu faire avec les copains, les copines, ces 10, 12, 15 dernières années, ça tourne autour de l'idée de transformer un peu la société, ne serait-ce qu'un peu. Donc à partir de là, effectivement, ouais, travailleur social, c'est une appellation un peu générique qui me va bien, je pense. Ah ouais, donc ouais, c'est indiscutable que tu es très engagé socialement. Peux-tu nous résumer le chemin que tu as conduit, qui t'a conduit dans cette voie? Je viens d'une famille où on a toujours été assez engagé associativement. Bon, mes parents étaient professeurs pour le coup de techno et d'anglais. Après, voilà, les associations, c'est un peu quelque chose qui a toujours été un fil conducteur dans ma vie. À 18 ans, j'avais commencé une sorte de prépa qui m'a pas trop plu. Au bout de 2 mois, j'ai lâché. Je suis parti bosser en région parisienne pour une assoce pour faire de l'animation de quartier. Et après ça, j'avais passé les concours justement de l'école d'éducateur et à travers ça, j'ai intégré un peu plus formellement le milieu du travail social et de l'éducation spécialisée. J'ai bossé autant dans le handicap que dans l'aide sociale à l'enfance, que avec des personnes polyhandicapées, des personnes qui sont dans les situations d'urgence, de précarité. Et en fait, tout au long de ma formation, j'ai fait différents stages un peu dans ces domaines-là. Et en 3e année, là, m'est venue l'idée avec un autre ami, Christophe, de lancer la Maison Mimir, qui serait du coup un lieu qu'on peut définir comme structure sociale autogérée, donc un lieu de vie collectif avec d'un côté un habitat et de l'autre côté des activités sociales et culturelles, entre autres pour les personnes qui sont à la rue, mais pas que, justement dans l'idée que, à un moment donné, les structures sociales qui cristallisent des problématiques où il y a uniquement des gens qui sont un peu foufous, ou des gens qui sont un peu alcoolos, ou des gens qui sont vraiment en galère, si on met toujours les mêmes personnes entre eux, en fait, ça cristallise des problématiques et c'est pas ça qui est très inclusif, quoi. Et que, dans l'idée de comment est-ce qu'on peut à un moment donné améliorer la situation de ces personnes, le fait de faire partie de la société au sens un peu plus large, ça passe peut-être par des petits lieux où on peut se rencontrer avec différents types de personnes. Donc la Maison Mimir, c'est un lieu, il y a autant des étudiants que des travailleurs précaires, que des gens au RSA par choix, que des gens de la rue, des retraités, il y a tout type de personnes qui sont croisées. Donc voilà, c'est un lieu social au sens vraiment de la rencontre et puis de la mixité, quoi. Donc voilà, le travail social pour moi, c'est un peu ça, quoi, dans sa définition plus générale, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut avoir des pratiques qui soient inclusives pour que tout à chacun puisse se retrouver dans le monde avec le fait d'être ce qu'il est sans se coller des étiquettes, quoi. Donc tu viens de nous dire que tu es l'un des fondateurs de la Maison Mimir. Ouais. Peux-tu nous raconter comment ça a commencé et où c'en est aujourd'hui, aujourd'hui en 2021 avec tout ce qui se passe avec la crise sanitaire? Alors du coup, pour le faire de manière assez synthétique, moi en 3e année, j'étais en stage dans une assoce qui s'appelait Espace Indépendance à l'époque, qui s'appelle l'ITAC aujourd'hui, qui est une association d'accompagnement de personnes usagères de drogue. Et en fait, dans ce cadre-là, j'avais demandé à pouvoir partir une semaine de Strasbourg pour aller visiter un peu des structures innovantes, comme on dit, dans le domaine du coup de l'accompagnement de personnes usagères de drogue sur Paris. Et à cette occasion-là, j'ai rencontré Roberto et Yael qui s'occupaient de la mission Squat de Médecins du Monde. Donc c'est une mission qui a pour but de faire en sorte que les personnes vivant en squat aient accès aux droits et aux soins. Et donc du coup, ils étaient vraiment très présents dans pas mal de squats
on va dire de personnes précaires, mais de l'autre côté, ils étaient aussi tout en lien avec un milieu alternatif de squat qui organisait également des activités sociales, culturelles et sociales pour justement permettre à des personnes à la rue de voir un psychologue, un toubib, un travailleur social pour faire des papiers ou autre. Donc en sortant vraiment des murs de l'institution avec le gros I majuscule qui tâche. Et en fait, en rencontrant ces deux-là, je me suis dit waouh, c'est vraiment génial ce qu'ils font. Est-ce qu'il y aurait pas manière il y a peut-être de faire un truc un peu similaire sur Strasbourg. Et en rentrant de sur Strasbourg, je me suis trouvé avec Christophe, un copain de formation d'éduc, un proche ami, quoi, avec qui on a discuté de ça. Et puis on s'est dit, vas-y, banco, on lance quelque chose. On ouvre un squat et on essaye de le légaliser à travers l'idée de créer justement une structure sociale autogérée où des éducs et des personnes précaires qui fréquentent des structures sociales pourraient créer ensemble cette association avec justement l'idée aussi de créer un habitat collectif pour que il y ait un toit sur la tête de ces gens et qu'ils arrêtent de faire du 115 tous les soirs en passant un coup de fil pour savoir où ils vont dormir le soir si tant est qu'ils aient une place, quoi. Donc on était vraiment parti de l'idée de créer un lieu d'hébergement à la base pour une petite jauge. Et en fait, on cherchait éventuellement des apparts, des petites maisons. On est tombé sur une immense maison de 380 mètres carrés avec une salle polyvalente à côté et puis une cour qui est à 2 pas du centre-ville historique de Strasbourg. Donc là, on s'est dit on va pas juste se limiter à de l'hébergement, on va essayer de faire un projet, comme dit, plus large, où on essaie d'entendre le mot social comme au-delà de la cristallisation des problématiques, donc sociales et culturelles, notamment avec l'organisation régulièrement de concerts, de théâtre, de projections, un bar associatif qui la semaine est sans alcool, ou le week-end on vend un peu de la picole. L'idée, en fait, c'était de créer justement un lieu où le culturel puisse financer aussi le projet, puisque c'est un projet 100% autofinancé. On n'a jamais demandé un seul centime à quelque institution publique ou à quelque entreprise. On a déjà fait un appel au don une fois dans l'histoire de la maison pour des histoires de mise aux normes, mais je veux dire, à cette exception-là, l'intégralité de l'économie de la Maison Mimir est basée sur des donations à prix libre, parce que toutes les activités culturelles sont à prix libre, où chacun met 1 euro, 2 euros, 20 centimes, ou rien du tout dans une boîte de conserve. Le prix libre, il est pas forcément financier. Quelqu'un qui a pas de thune, qui dit, attends, je te file un coup de main pour la vaisselle, c'est bienvenu. Quelqu'un qui vient avec un rouleau de PQ ou un savon, parce qu'on a toujours besoin de PQ et de savon ou de café dans une maison, c'est qu'il a pigé le prix libre. L'idée, c'est ça, c'est d'avoir un système un peu de contre-dette où tout à chacun peut donner ce qu'il veut, ou ne rien donner aussi, quoi. Donc voilà, c'était l'idée d'avoir un lieu de libre accès à la culture aussi, qui est aussi du coup un projet social. Mais après, social culturel, pour nous, l'un inclut dans l'autre et vice versa, quoi. La culture, c'est finalement plus un prétexte social à la rencontre pour nous qu'autre chose, quoi. Bon, c'est bien plus que ça, c'est un peu réducteur, mais il y a cette idée-là en tout cas, quoi. Alors pourquoi c'est pas une question bête, mais je veux juste savoir pourquoi tu es aussi engagé. Est-ce que c'est parce que ça te fait plaisir? Est-ce que c'est pour satisfaire un besoin spécifique? Alors ça, c'est une question vraiment pas évidente à répondre. Pourquoi je suis si engagé? La vie, c'est une quête de sens, je pense, pour tout à chacun. Il se trouve que dans ma propre quête de sens, j'ai été initié à ça assez jeune par mon éducation, par les assos que j'ai pu fréquenter. Et en fait, d'une manière ou d'une autre, les phases de ma vie où j'étais pas forcément si engagé que ça, c'est des phases de ma vie où j'allais pas bien, en fait. Du coup, dans ma quête de sens, ce qui me motive à me lever le matin, c'est de me dire comment est-ce que je peux agir, ne serait-ce qu'un peu sur la transformation du monde, de la société dans laquelle on est. Alors, ne serait-ce qu'un peu, c'est une tournure, un peu peut-être maladroite, mais humblement, je pense que ce qu'on peut faire avec les copains et les copines depuis des années, c'est des choses qui influent sur un changement tout petit peu de la société à échelle des environnements géographiques dans lesquels on évolue. Et en fait, c'est vraiment ça l'idée, quoi. C'est de se sentir utile, je pense, de se sentir utile, de mettre du sens dans sa vie. Et puis après, c'est aussi quelque chose je suis pas Mère Teresa, c'est pas complètement désintéressé. Alors je ne réfléchis pas comme ça, mais quand on voit à quel point c'est une porte ouverte sur la vie, sur les rencontres qui sortent du commun, sur des expériences complètement dingues. Je me suis retrouvé à fondre du métal, je me suis retrouvé à voyager à droite à gauche, je me suis retrouvé, plein de choses comme ça auxquelles j'ai eu accès parce que par l'engagement, par la rencontre, ça m'a ouvert des portes, quoi. Donc oui, mais après la base, je pense, c'est vraiment cette quête de sens, quoi.
qui on est, qu'est-ce qu'on a à foutre sur cette terre, on est là pour un temps donné, qu'est-ce qu'on va en faire. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours finalement un peu défini, en tout cas depuis le début de l'âge adulte, et je pense que c'est quelque chose qui me poursuivra à plus long terme, hein. Enfin, cette question de l'engagement, c'est par l'engagement que je suis, quoi. Enfin, ouais, je peux comprendre. Et je sais que tu as un projet avec l'association Niglo pour ouvrir un lieu alternatif dans les Vosges Clément. Peux-tu nous en parler? alors ça c'est, on croise les doigts. On a rendu un dossier lundi, un gros dossier là de 80 pages où on explique un peu nos parcours avec les différents copains copines qui ont vocation à ouvrir ce lieu. L'idée en fait c'est de faire c'est un peu la juste continuité de la maison Mimir mais en version rurale. C'est-à-dire créer un lieu de vie qui soit social, culturel, écologique aussi, du coup en milieu rural. Donc là, on veut du coup habiter à long terme, contrairement à la Maison Lumière qui est un lieu de passage, avec 6 personnes dans des appartements qu'on va se faire. Mais l'idée, c'est qu'on a chacun notre petite cellule de vie de 40 mètres carrés qui est autonome, mais qu'on a dans ces cellules de vie aussi en parallèle un grand appartement collectif de manière à avoir une vie collective. Il y aura différents pôles dans la sauce. On veut créer un restaurant associatif. On veut créer également des résidences d'art vivant, donc du coup une salle qui permette à des compagnies de théâtre, de cirque, de danse de venir préparer des spectacles, des tournées ou autres. Dans la même optique, il y a l'idée d'avoir des espaces de résidence pour la musique, donc soit des groupes qui veulent répéter une fois par semaine, soit des compagnies, des groupes qui se posent pendant une semaine pour préparer une tournée, enregistrer un album. Ça peut être d'une semaine à un mois, ce qu'on disait dans le projet. Le restaurant, ça serait pas juste un restaurant, c'est aussi un bar associatif avec des capacités de diffusion. La salle permettrait d'accueillir jusqu'à 80 personnes. Il y a l'idée d'avoir également un garage associatif, l'idée d'avoir un pôle de transformation de bouffe aussi, qui soit un peu une sorte de traiteur, mais traiteur autogéré, c'est-à-dire que les gens peuvent aussi apprendre au travers d'ateliers à préparer différents plats, à apprendre des techniques de conservation traditionnelles. On va avoir un fumoir, on va avoir un four à pain, on va avoir une menuiserie associative, pardon. Il y a une mathosthèque aussi, donc une mathosthèque c'est comme une bibliothèque de matériel qu'on a depuis 2014 maintenant avec Niglo, où en gros il y a énormément de références de matériel de BTP, de matériel de son, de lumière, on a des fendeuses à bois, des tronçonneuses, des débroussailleuses, du matériel pour réparer les voitures, et que quelqu'un qui a besoin de matériel puisse, quand il prend sa carte d'adhésion, avoir accès à cette bibliothèque pour ne pas forcément avoir à acheter pour soit du matos, soit le louer. L'idée, je crois, générale de Niglo, pour le résumer avec cette idée uniquement, mais c'est d'essayer de mutualiser un maximum de choses, quoi. Après, il y a aussi l'idée de faire des appartements de transition. Il y aurait 5 appartements pour des personnes, du coup, qui voudraient se poser de 6 mois à 2 ans, de manière à pouvoir un peu découvrir ce genre de vie collective et préparer éventuellement d'autres projets de vie, dans le même sens ou pas forcément d'ailleurs, donc des personnes qui se poseraient sur des petits apparts un peu plus petits que les nôtres avec pareil un espace de vie collective. Il y aurait des gîtes aussi pour des personnes de passage, soit des touristes, pour des randonneurs ou autres. Parce que le spot du Climont, c'est à 750 mètres d'altitude, c'est entre la vallée de Schirmeck et la vallée de Villers, donc c'est quand même un lieu au niveau tourisme un peu montagnard dans le coin qui vaut vraiment le détour. Après, nous, ça reste pas uniquement aux touristes. L'idée, c'est vraiment de faire du développement local, quoi. Donc, c'est pareil. Il y a vraiment cette idée que, à travers un tel lieu et à travers les réappropriations possibles de l'espace, tout à chacun puisse venir se poser, découvrir un petit peu qu'est-ce qui est possible, et que nous, on laisse la place à des individus, des associations, des collectifs, voire même pourquoi pas des entreprises, de profiter de cet espace pour aller transmettre des connaissances, se lancer dans un projet de création. Je sais pas, un retraité qui serait à Donf sur les ordinateurs, et on pourrait très bien envisager de stocker un peu des ordis pour qu'ils puissent les démonter, en remonter d'autres, les équiper avec du logiciel libre et puis les diffuser. Un ancien soudeur pourrait très bien faire des ateliers de soudure. Une personne, je sais pas, une petite assoce du coin qui aurait envie d'organiser un marché des artisans, il pourrait très bien bénéficier de l'espace pour aller organiser son petit marché des artisans. Nous, après, on va aussi créer des marchés paysans une fois par mois, marchés paysans et festifs. Enfin, après, là, je fais un résumé très rapide. Si je parlais de l'ensemble du projet, ça prendrait plus d'1 heure à mon avis. Et puis, j'en oublierais de toute façon. Mais l'idée générale, c'est ça. C'est vraiment mutualiser d'un côté, faire ce qu'on aime et ce qu'on sait faire pour le transmettre d'un côté, et puis pour vibrer, nous, à travers ce qu'on aime faire de l'autre. Et après, le fait de se dire qu'un tel espace, c'est un espace de réappropriation pour que tout à chacun puisse venir
faire ce qu'il a à faire avec le moins de procédures possible, hein, que ce soit Mimir ou maintenant le Climont. L'idée de fonctionnement général, c'est que en fait une fois par mois il y a une AG. En AG, les personnes viennent, présentent leurs projets, expliquent un petit peu les besoins qu'ils ont. Ça peut être des besoins un peu financiers, ça peut être des besoins de matériel, ça peut être parfois même des besoins d'accompagnement parce qu'ils savent pas forcément comment prendre les choses. Mais l'idée, c'est que en venant à cette petite AG, il y a une personne qui fait partie du noyau dur de la sauce, qui est nommée référente du projet et qui accompagne là où les personnes pour que ce projet soit réalisé. C'est un peu comme une logique de centre socioculturel, mais beaucoup moins procédural finalement. Chez nous, il n'y a pas besoin de venir faire un gros écrit pour défendre son bout de gras, quoi. Quelqu'un qui vient, qui va pas forcément être très à l'aise à l'écrit, il aura autant accès à l'espace que quelqu'un qui serait capable de disserter sur 15 pages, quoi. Enfin, c'est le but du jeu, c'est vraiment de venir avec ce qu'on est et puis de rencontrer, de créer, de transmettre, de mutualiser un certain nombre de choses, voilà. Et Renaud, concrètement pour toi, c'est quoi le vivre ensemble? Est-ce que les questions pas évidentes à répondre? Le vivre ensemble, ça définit un peu ce que serait le politique au sens noble du terme, quoi. C'est-à-dire comment est-ce qu'à un moment donné, un ensemble d'individus qui n'a pas forcément les mêmes aspirations, les mêmes valeurs, des gens qui sont pas complètement uniformes, normés, puissent cohabiter ensemble, quoi. Je pense qu'une société, c'est un ensemble de communautés un peu plurielles avec des individus singuliers qui composent ces communautés. Et comment est-ce qu'on peut faire coexister tout ça? Et comment est-ce qu'on peut faire avancer à un moment donné nos existences à chacun avec le respect de la différence dans l'appréhension de l'autre, le fait d'éviter au plus possible les dominations des uns et des autres, ou enfin, des uns par les autres et des autres par les uns, le fait de pouvoir être le plus possible sur un pied d'égalité, le fait de pouvoir être le plus libre possible. Alors j'ai toujours le plus possible, machin, tout ça, mais en fait c'est des notions qui sont à un moment donné des lignes d'horizon, quoi. On est sur le principe libre et égaux en droit. Dans les faits, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, comment faire en sorte que celui qui a eu une éducation où il a toujours pu prendre la parole en public ne prenne pas le dessus dans une réunion par rapport à celui ou celle qui, du coup, a eu une éducation peut-être un peu moins ouverte sur ce genre de choses. Donc, voilà, ne serait-ce que par le fait d'être à l'aise à l'oral, on a déjà un ascendant sur les gens. Et en fait, dans le vivre ensemble, il y a cette notion-là de comment est-ce qu'on peut réguler toutes ces choses-là de manière à ce que chacun trouve sa place et qu'on puisse construire ensemble, en fait, quoi. Mais c'est finalement ce qu'est le politique, ce qui devrait l'être. La politique telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, c'est décourageant au possible. Et je pense que dans nos manières de faire, on n'a pas vocation à dire c'est comme ça qu'il faut faire. C'est quelque chose qui peut à un moment donné inspirer largement et être reproduit. C'est des choses qui s'inscrivent dans des petits collectifs avec l'objectif, comme dit, de faire ce qu'on peut pour essayer de vivre selon nos aspirations, et que ça soit communicatif et que le plus de personnes possible puissent s'y retrouver. Mais après, réfléchir plus globalement à comment changer la société, ça c'est des questions qui sont beaucoup plus compliquées. Mais nous, voilà, ça c'est de l'alternative concrète à un modèle dominant qui nous dépasse, qui nous écœure, même souvent. En fait, voilà, moi, ce que j'ai compris là avec l'âge, au début c'était peut-être pas aussi simple, je confondais un peu plus les choses, mais c'est que le système, je l'emmerde toujours autant. Par contre, je sais aujourd'hui que la société, c'est une notion extrêmement importante, que je fais partie d'une société, que je suis acteur de celle-ci, que tout à chacun peut l'être, qui qu'on soit. On peut être acteur de la société, qu'on soit handicapé, qu'on parle pas français, qu'on soit fou, ou qu'on soit ultra diplômé ou ultra doué de ses mains. Enfin, tout à chacun a une chose à apporter. Enfin, on disait toujours à la Maison Mimir, la différence est une forge. Et c'est une phrase qui, je crois, est très belle et résume vraiment l'idée de qu'est-ce que c'est justement que cette construction du vivre ensemble, quoi. C'est parce qu'on est différent qu'on peut faire des choses qui sortent un peu du commun et qu'on peut construire des alternatives concrètes qui nous ressemblent, alors que si on se prenait individuellement par rapport à comment le monde fonctionne, on serait certainement des gens qui pourraient être un petit peu montrés du doigt comme étant peut-être marginaux. Après voilà, moi je préfère vivre à la marge que crever au milieu, mais derrière il y a vraiment cette idée-là de se dire, avec ce qu'on est, qu'est-ce qu'on peut construire et comment est-ce qu'on peut accorder nos violons pour être le plus proche de nos aspirations à la vie, quoi. Alors, nous sommes encore dans la crise sanitaire. Mais au début de cette crise, après je sais pas si je me trompe, tu vas me corriger. Au début de cette crise, le social n'a pas
beaucoup été mise en avant. Il y a des trucs qui se sont passés dans dans le social, dans le domaine social qui sont passés inaperçus. Est-ce que en tant que travailleur du social, il y a eu des difficultés? Oui, sûrement, je m'en doute un peu. As-tu rencontré des difficultés, des choses que tu aurais voulu qu'ils soient vues ou prises en charge différemment? Alors, ce que je dirais, c'est que parce que bon, je travaille quand même un petit peu du coup de manière salariée dans une association d'accompagnement de personnes usagères de drogue, donc des personnes qui sont quand même pour beaucoup assez précaires, qui vivent à la rue ou justement en squat ou autre. C'est vrai que le premier mois, on va dire du confinement, donc nous on continuait de travailler comme on est médico-social, il y a des personnes qui prennent des traitements qui peuvent pas s'en passer ou autre, donc on était ouvert. Moi pendant le confinement, j'ai travaillé en présentiel, hein, comme on dit maintenant. C'est vrai que le premier mois, c'était un peu, on pensait pas trop à ça. Et après, ils ont commencé à ouvrir pas mal d'hôtels. Ils ont réquisitionné des hôtels et ils ont relogé vraiment beaucoup de monde. Alors, franchement, ils se sont pas trop mal démerdés. De manière générale, je suis plutôt très critique. Alors bon, il y a évidemment plein de choses à redire, mais en termes de relogement massif, ils ont relogé un paquet de monde. Après, une fois de plus, ils n'ont pas pensé, par exemple, aux personnes avec des chiens. Qui du coup ne peuvent pas aller dans les hôtels ou dans les structures sociales qui n'acceptent pas les animaux. Donc c'est vrai que voilà, enfin sur ce genre de problématique, après les personnes ont répondu par elles-mêmes. Alors bon, les personnes certaines, mais par exemple il y a un lieu qui est vraiment chouette qui s'appelle le Refuge des Oubliés à Strasbourg, qui a ouvert ses portes. Alors si je dis pas de bêtises, je sais pas, à la mi-avril l'année dernière, en 2020. Et qui du coup est un lieu destiné avec des personnes qui ont des animaux et qui ne pouvaient pas du coup intégrer tous les dispositifs qui avaient été créés, et ils ont créé un lieu de vie et ils sont en train aujourd'hui de discuter avec la ville de Strasbourg pour essayer de conventionner ce lieu et le faire durer. Alors moi, ce que je vois dans la crise sanitaire de manière plus générale, alors bon, c'est des questions qui sont vraiment très complexes et qui demanderaient une par une d'être discutées à 3 ou 4 gens différents pour croiser les points de vue et autres. Mais c'est que oui, au niveau du social, franchement, ils sont pas trop mal démerdés, quoi. En tout cas, tout ce qui concerne l'urgence et la précarité, il y a quand même des vrais efforts qui ont été faits. Comme quoi, quand on se donne les moyens, on peut faire en sorte qu'il y ait beaucoup moins de monde qui dorme à la rue. Donc ça, c'est aussi une chose. Après, il y a aussi tout un caractère un peu expérimental, des projets qui sortent un petit peu du commun, qui se sont mis en place. Il y a quelques vannes un peu de sous qui se sont ouverts pour des gens qui veulent créer d'autres choses. Donc ça, c'est bien. Et puis en fait, il y a un peu cette idée-là que dans crise, on peut aussi entendre renouveau, quoi. Enfin, et que du coup, il y a peut-être dans cette marge de manœuvre des choses qui seront possibles demain qui n'étaient pas hier, parce que des gens se sont appropriés une manière de faire, parce que l'État ne répondait pas à toutes les problématiques. Et dans ces carences-là, il y a des travailleurs sociaux qui se sont mobilisés, qui ont saisi les problématiques à bras le corps et qui ont mis des choses en place. Et on peut vraiment espérer que du coup de ces choses-là, il puisse y avoir des financements peut-être un peu plus pérennes pour des projets qui sortent un petit peu du commun, quoi. Il y aurait beaucoup d'exemples, hein, je vais pas en citer là, mais tu vois un peu ce que je veux dire, quoi, dans l'esprit, quoi. Et Renaud, si tu étais tu m'as déjà fait la remarque, tu m'as déjà reproché le fait que mes questions soient pas évidentes à répondre, mais si tu étais un élu, quelle loi voterais-tu pour contribuer au vivre ensemble? Alors je pense que si un jour j'étais élu, ce que je ne souhaite vraiment pas, la seule loi qu'il y aurait à voter, ça serait pas vraiment une loi, ça serait de vraiment poser la question justement du mécanisme de la création des lois et de laisser beaucoup plus de place aux citoyens lambda de participer au processus de création de lois. Il y a 1000 manières de le faire. Enfin, je veux dire, un exemple qui me vient à l'esprit, c'est les référendums en Suisse où à partir de, je sais plus, 200 000 personnes, si 200 000 personnes signent une pétition, on peut considérer qu'il y a une possibilité de créer une loi. Le fait de se dire pourquoi pas aujourd'hui avec toutes les nouvelles technologies ou autres, alors évidemment avec des logiciels qui seraient développés, qui seraient contrôlés, qui seraient pas des logiciels propriétaires de Microsoft, Facebook ou je sais pas quoi, mais des logiciels libres et qu'on puisse développer à un moment donné des systèmes, pourquoi pas, de votation à distance pour que le citoyen fasse intégralement partie du processus législatif. On peut aussi convoquer des assemblées de citoyens pour aller proposer des lois. Alors bon, c'est ce que le Macron a fait pour faire de la com quand il fait la convention climat, là, je sais pas quoi, et qu'il y a 150 citoyens tirés au sort qui se retrouvent à discuter de la crise écologique et de la transition et de qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Mais en fait, on se rend compte que un panel de gens tirés au sort qui s'y connaissent pas forcément, on arrive à des conclusions qui pourraient être vues de l'extérieur comme des choses qui sont de l'ordre de l'écologie radicale. En fait, non, c'est juste des citoyens qui ont été éveillés
par un certain nombre de personnes expertes dans leur domaine, la question des problématiques environnementales. Et en fait, ces gens-là sont des gens extrêmement à même, ils ont le cerveau qui tourne, à même de faire des choix cohérents, de proposer des choses extrêmement cohérentes pour améliorer la situation. Maintenant, Macron, lui, quand il a fait ça, je pense que c'était clairement pour ratisser large au niveau politique et dire qu'il laissait un peu une place aux citoyens. Il faudrait des gens sincères qui laissent réellement cette marge de manœuvre de manière à ce que des citoyens puissent participer au processus de loi. Après, il y a mille manières de le faire. Cette question un peu de la démocratie plus directe, c'est une question qui est très actuelle. Après, il y a peu de personnes, en tout cas peu de personnes élues qui le prennent à bras-le-corps. Souvent, les élus, même locaux, en sont au stade de la démocratie participative qui est juste un oxymore, quoi. Enfin, un oxymore, pardon, une redondance. Enfin, c'est bizarre, quoi. Démocratie participative, on dit 2 fois la même chose, quoi. En fait, c'est une manière de faire style comme un label qui ferait style on est écolo alors qu'on fait du greenwashing. Maintenant, là, la question de la démocratie participative, ça prouve bien que justement il y a un malaise, quoi. Quand on en vient à inventer des néologismes alors que à la base démocratie, ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a un malaise, quoi. En fait, il y a pas le courage politique chez les élus d'aller vraiment vers une transition plus démocratique, justement, pour que les citoyens aient leur mot à dire, quoi. On vote et puis après on regarde les gens qu'on a élus et on les monte du doigt. En plus, on les a souvent élus, j'ai bu par dépit. On les a souvent élus par dépit. Enfin voilà, et parce qu'il faut choisir entre un tel et l'autre. Alors bon, c'est pas forcément entre la peste et le choléra, bien que c'est quand même assez souvent le cas, malheureusement. Mais voilà, enfin moi je suis pas encarté politiquement. Il y a des périodes de ma vie où j'ai pas voté. Aujourd'hui, je vote parce qu'il faut entre guillemets un peu le faire pour réduire la casse. J'y vais pas avec une franche idée de changer quoi que ce soit à travers le fait de mettre un bulletin dans une urne. Pourtant, des citoyens sont vraiment tout à fait aptes de proposer des choses cohérentes pour changer les choses. Enfin, j'en suis convaincu. Encore faut-il qu'on leur laisse la place. Et là, il y a vraiment. Donc voilà, pour revenir à ta question, en un mot, c'est si un jour j'étais élu, ce que je ferais, c'est que je me battrais pour que les élus n'existent plus, ou en tout cas que leur rôle soit réduit au plus faible rôle de pouvoir possible, et que ces élus ne soient juste là pour être garants d'un processus à un moment donné. Comme ils devraient l'être. Comme ils devraient l'être, c'est ça. Exactement. Exactement. Merci Renaud pour ta réponse. As-tu une anecdote à nous raconter en rapport avec ton expérience dans le social? Une anecdote, un truc qui t'a, je sais pas, qui t'a tiqué, qui t'a fait plaisir, qui t'a choqué de façon positive ou négative? Il y a beaucoup d'anecdotes, quoi. Un truc rigolo, je me souviens à la maison Mimir un jour, un gars de la rue, vraiment bien dans la merde, lui pour le coup, qui rentre à Mimir, et puis qui du coup on vendait les thés, les cafés, donc à prix libre, et qui sort une pièce de 2 balles, quoi. Je pense qu'il avait fait une banche sympa le jour en question, et puis qui crie tournée générale en balançant une pièce de 2 balles au barman, quoi. Pour payer des thés, des cafés, des jus aux 10 personnes qui étaient là, quoi. Donc ça, c'était assez rigolo de voir justement le mec qui fait la manche, qui a fait une bonne manche le jour en question et qui déboule avec 2 balles pour payer une tournée générale à tout le monde dans un lieu. Enfin, il y avait comme ça un truc qui était vraiment très rigolo, parce que bon, en général, quand on paye une tournée générale, c'est qu'on a un peu de thunes dans les poches, ou qu'on est un peu trop bourré pour se rendre compte qu'on fait chauffer la carte bancaire. Non, là, il y avait vraiment un cri du cœur. Il était fier de pouvoir payer une tournée générale à tout le monde avec 2 balles, quoi. Ça, c'est assez rigolo, quoi. Après, des anecdotes plus trash, il y en a malheureusement au kilomètre, des gens qui se font virer de foyer parce qu'ils ont justement une problématique d'alcoolisme et qui vont consommer à l'intérieur même du foyer sans poser de questions de violence ou quoi que ce soit, et qui se retrouvent mis à la rue parce qu'ils ont picolé. Des jeux de concurrence entre des assos sociales, parce que le travail social change beaucoup. Aujourd'hui, tout passe par des appels d'offres. Du coup, des gens qui bossaient main dans la main il y a 10 ans se retrouvent aujourd'hui à se battre pour le bout de gras, à essayer d'avoir des budgets pour tel ou tel truc. Donc en répondant aux appels d'offres, ils se retrouvent en concurrence. Donc voilà, enfin, des pratiques néolibérales dans le travail social qui modifient vraiment la donne, qui font que le paysage change. C'est assez flippant. Enfin, voilà, j'ai bossé quelques années là maintenant dans le travail social. Je suis content de l'avoir fait. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de me reconsacrer à un travail social autrement, comme ce qu'on faisait à Mimir à travers le projet Au Climont, quoi. Et là, on saura à la mi-avril si effectivement on a ce lieu ou pas, puisqu'on a nous-mêmes répondu à un appel à projet. Donc on a proposé un projet sur cette colonie de 1400 mètres carrés, là, ce petit bout de paradis, et on saura mi-avril si c'est nous qui l'avons. Donc on croise les doigts. Bon, si c'est pas là, ça sera ailleurs, des lieux vides, paumés dans les montagnes, pas trop loin de Strasbourg. Il y en a quand même quelques-uns.
Mais voilà, enfin moi j'entends vraiment me consacrer du coup à cette manière d'être travailleur social autrement qu'à travers un socle salarié qui est très intéressant. Hein. Enfin j'ai grandi, j'ai été initié à beaucoup de choses à travers ça, mais j'en vois beaucoup les limites aujourd'hui. Je les voyais déjà plus jeunes, d'où le fait des pas de côté un peu radicaux de mon jeune âge, notamment à travers la Maison Lumière. Hein. C'est pas anodin de se retrouver à squatter à 22 piges en disant c'est comme ça que je serai éduque et pas autrement. Aujourd'hui, j'ai mis un peu d'eau dans mon vin, je cracherai pas dans la soupe. Je sais qu'il y a plein de gens sincères qui se bougent le cul pour faire des trucs cool, mais j'ai plus forcément envie de participer au social qui finalement tend à devenir un peu une sorte de soupape dans une cocotte minute où globalement la pression de la société c'est la cocotte minute, la pression monte et le travailleur social serait cette soupape qui vient à un moment donné faire sortir la pression pour pas que ça explose. Et c'est pas que j'ai le sentiment plein pot de faire ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai vraiment je crois en fait en les expériences passées qu'on a eues avec les nombreux amis qui me laissent à penser que déjà ma manière de vivre elle se situe dans une manière de vivre collective et que ma manière de participer à la société aujourd'hui c'est de vraiment me lancer corps et âme comme j'ai pu le faire plus jeune, mais avec le recul de l'expérience et le fait de se projeter à plus long terme sur un projet, une alternative concrète à ce modèle dominant de comment est-ce que ça fonctionne. Et c'est un peu mettre tous les œufs dans le même panier. Après on peut toujours revenir en arrière ou autre si ça devait se casser la gueule, mais je sais que mon aspiration à la vie elle se situe dans des projets alternatifs, pour le dire avec un mot un peu valise, mais voilà, aujourd'hui c'est ça, j'ai envie d'être travailleur social autrement à travers des projets collectifs et je me projette dans cette vision-là à très long terme, quoi. Si le travail, s'il y a des choses à modifier sur le travail social, ce serait quoi pour toi? Je suis désolé avec la question, non, mais c'est bien. Mais c'est pas... Après, je suis pas politique ou délégué syndical, je ne sais quoi. Donc répondre de manière efficace. Ouais, mais tu réponds aussi en fonction de ton expérience aussi. Pas forcément, pas nécessairement. S'il y avait une chose à changer. Déjà, faudrait arrêter ces conneries d'appels d'offres, parce que les appels d'offres, il y en a des biens, hein, il y a des choses intéressantes, mais à un moment donné, c'est vraiment, ça prouve, c'est le symptôme d'une démocratie descendante et pas ascendante. C'est-à-dire que c'est le pouvoir qui va cibler des problématiques et qui va dire, ok, là on voit qu'il y a cette problématique qui existe, proposez-nous des choses, et puis on prendra du coup, alors pas forcément au moins cher, mais au projet qui nous plaît le plus. Alors bon, comme ça tu te dis c'est plutôt une belle idée, on est contribuable, on est content d'économiser un peu de thunes, en ayant des choses pertinentes ciblées par des experts, des machins. Mais après, les experts, c'est souvent des gros cons, quoi. Et en fait, moi, je suis persuadé que les gens qui connaissent quand même le mieux les problématiques sont les acteurs de terrain. Je veux dire, demande à une, j'en sais rien, prends un autre exemple, mais des gens qui bosseraient à l'hôpital sur les plus bas postes là, les ASH ou les trucs comme ça, en fait, tu leur demanderais comment réorganiser leur travail pour qu'ils soient plus efficaces, plus agréables et plus respectueux des patients. Je pense qu'il serait beaucoup plus à même de répondre à ça que le gestionnaire de l'hôpital. Demander à un éducateur spécialisé de 10 ans d'expérience comment améliorer les conditions des personnes à la rue, en lui laissant de la marge de manœuvre, en laissant avec lui et son groupe de collègues ou des gens qui ont des affinités ensemble proposer des projets, en incluant beaucoup plus les gens d'ailleurs concernés, les usagers des structures. Hein. Je pense qu'une personne à la rue a autant de bonnes idées, sinon plus. Oui, il a de toute façon plus de bonnes idées qu'un expert de l'État sur comment améliorer la situation des personnes à la rue. Donc à un moment donné, laissons les gens qui sont conscients des problématiques répondre aux problématiques en proposant des choses et en faisant des choses expérimentales. En fait, les politiques ont, je pense, un peu trop froid aux yeux, quoi. Il faut laisser les expérimentations se faire, un peu comme le projet James dont tu parlais avec Bruno Michon là, dans ta dernière émission. C'est un bon exemple. On va donner des sous, c'est pas des énormes sous, mais à une bande de gens qui pensent différemment comment est-ce qu'on peut rapprocher des jeunes très éloignés de l'emploi de la formation ou de l'emploi. Et en fait, on se rend compte que ces jeunes-là qui sont complètement perdus de vue, avec lesquels les institutions savent pas travailler, quand on laisse des gens qui sont acteurs de terrain réfléchir un petit peu sur comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour rapprocher ces jeunes du coup de la formation, de l'emploi, ou en tout cas les faire réfléchir à comment trouver sa place dans la société, et en fait les jeunes ils donnent bien le change, quoi. C'est juste qu'il y a manière et manière de faire. Et voilà, s'il y avait peut-être une chose à changer dans le travail social pour répondre simplement à ta question, ce serait ça. Arrêter ces conneries d'appel d'offres et se lancer vraiment dans une logique, de laisser de la place à des gens du terrain pour proposer des choses, faire des appels à projets, et que des plus petites structures aussi puissent répondre à ces appels-là.
Parce qu'en fait, aujourd'hui, pour répondre à un appel d'offres, il faut être une grosse boîte et avoir des capacités gestionnaires pas possibles. Il faut un comptable qui sait gérer du budget aux centaines de milliers d'euros, alors qu'en fait, 3 éducs ou 2 éducs et 2 gars à la rue, tu leur files 100 000 balles pour une année pour aller s'occuper de 80 personnes, ils savent le faire. Ça coûtera moins cher. Gérer 100 000 balles avec peut-être un appui comptable quand même derrière pour voilà comment on fait des fiches de paye, des machins, des trucs. En fait, ils sont tout à fait capables de le faire. Mais on préfère enfiler 400 000 à des grosses boîtes, rouleaux compresseurs, où il y a le quart qui va partir en frais de gestion, et puis encore un autre quart qui va partir pour alimenter, perfuser l'association de manière générale au-delà du projet, pourquoi elle fait l'appel d'offres, et puis bref, là après je m'égare un peu, mais je suis persuadé que les gens sont beaucoup moins cons que ce que l'État, que ce que les politiques et les décisionnaires pensent. On a tous une intelligence, et en fait, moi il y a un truc auquel je crois profondément, c'est l'intelligence collective. Et donc à partir du moment où on se retrouve avec plusieurs personnes qui ont des idées et à qui on donne les moyens de mettre en œuvre ces idées, en fait je suis persuadé que ça coûte moins cher et que c'est beaucoup plus pertinent. Et du coup, voilà, on arrête. Il y a cette idée en fait dans le social que il faut grossir ou mourir, quoi. Du coup, on se retrouve avec des assos. La sauce pour laquelle je bosse, il y avait 20 employés il y a 10 ans. Là, demain, on sera 100, quoi. Et quand je dis demain, c'est vraiment demain, c'est pas une expression. Là, on est 80, demain, il y a encore un nouveau pôle qui ouvre, on sera 100. Donc ça a fait x5 en termes de masse salariale en 10 ans. Donc en fait, même l'asso pour laquelle je bosse, qui pour le coup a des valeurs sympas et autres, se retrouve à devenir un rouleau compresseur du social, se retrouve à répondre à tous les appels d'offres. Du coup, qu'est-ce que ça génère? Une souffrance salariale, parce que du coup, toutes ces dynamiques très horizontales dans le décisionnaire, aujourd'hui, sont ultra hiérarchisées. Donc c'est la direction qui va tout décider, direction qui s'éloigne de plus en plus du terrain. Et puis derrière, c'est qui morfle, c'est les usagers, quoi. C'est quand même pour les gens qui sont en précarité qu'on est là à la base. Et en fait, c'est eux qui trinquent, quoi. Alors, c'est un exemple, je reste très vague parce que j'ai pas envie de cracher dans la soupe, comme je dis, mais je suis pas là pour dénoncer quoi que ce soit, pour dénoncer quoi que ce soit, je suis pas là pour cracher à la gueule de mon employeur, parce que c'est des gens qui font des choix comme ils peuvent dans le monde tel qu'il est aujourd'hui et avec la réalité sociale des politiques sociales du moment. Mais ça pose vraiment beaucoup de questions, quoi. Et voilà. Laissons des petites choses se faire. Ça réglera pas tous les problèmes, loin de là, mais il y a plein de gens, plein d'initiatives, plein de bonnes intentions, qui sont des gens intelligents, qui quand ils se mettent à plusieurs le sont encore plus et peuvent vraiment résoudre bien des problématiques de manière humaine. C'est ça aussi. C'est que le travail social se déshumanise parce qu'on devient de plus en plus dans de la gestion de flux. Une grosse asso qui a 100 salariés va gérer un flux de 3000 personnes sur sa file active, j'en sais rien. Que 3 ou 4 personnes sur une petite asso va en gérer 200, tu vois. Et du coup, là, je dis gérer, donc c'est un non-sens par rapport à ce que je viens de dire, mais on gère pas, justement, non, on accompagne. Que les grosses assos gèrent. Les grosses assos gèrent des files actives de centaines et de centaines de personnes. Les petits projets accompagnent réellement les gens avec toute la dignité qui va avec l'idée d'accompagner, avec toute la volonté de laisser les gens s'autonomiser, que plus ça grossit, moins on est là-dedans, quoi. Plus on est dans du systémique et plus dans de l'humanisant. Eh bien, je te remercie Renaud, merci d'avoir accepté notre invitation et j'espère te recevoir sur Zone de Confort une prochaine fois. Avec plaisir. Les chéris, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aurait plu. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme de podcast de votre choix pour être notifié à chaque nouvelle publication. Et si jamais l'envie de participer à ce podcast tente, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un DM sur Instagram, zondeconfort.podcast.